Bonjour à tous. Aujourd'hui on va corriger un exercice donné au concours central dans l'épreuve physique 1. Donc c'était dans l'option PSI et ça peut intéresser absolument toutes les filières, y compris d'ailleurs les élèves de première année qui me regardent. C'est un exercice de thermodynamique qui utilise les changements d'état, le premier principe, et qui s'intitulait donc neige artificielle. Donc la première partie de cet exercice consiste à calculer l'évolution de la température d'une goutte d'eau surfondue, c'est-à-dire portée à une température plus petite que la température à laquelle elle devrait logiquement se solidifier, c'est-à-dire 0 degré sous la pression atmosphérique. Et la deuxième partie concerne un bilan d'enthalpie pour déterminer la composition de cette goutte lorsque la rupture de surfusion a eu lieu. Et on va voir donc qu'il y aura un mélange liquide-glace dans cette goutte. Et on va calculer la fraction massique en glace et ensuite on va calculer le temps au bout duquel cette goutte va entièrement se solidifier lorsqu'elle est plongée dans une atmosphère à moins 15 degrés Celsius. Donc dans la première question, on va peut-être d'abord rappeler le contexte plus précisément. Donc on a cette goutte d'eau liquide qui initialement est à la température moins 10 degrés Celsius, positive, donc 10 degrés Celsius, donc elle est dans un état stable, mais elle est plongée dans une atmosphère à moins 15 degrés Celsius, et donc forcément, il va y avoir un flux thermique à sa surface. Donc l'énoncé considérait visiblement que la température de la goutte restait homogène, donc il n'y avait pas d'histoire de diffusion thermique à l'intérieur de la goutte. Le rayon de cette goutte c'est 0,2 mm et il va rester constant. Donc il faut, dans la première question, établir l'équation différentielle régissant donc la température de la goutte. Et donc ça, c'est grâce au premier principe appliqué à cette goutte pendant un intervalle de temps dt, donc entre t et t plus dt. Donc la variation infinitésimale d'énergie interne, c'est donc la somme des travaux et des transferts thermiques échangés algébriquement avec l'extérieur. Il n'y a pas de travail, transformation isochore, pas de travail des forces de pression en particulier. Et donc, il y avait ce transfert thermique pendant dt, et donc il fallait utiliser bien sûr la loi de conducto-convection de Newton qui nous donne la puissance, le flux thermique échangé entre la goutte à sa surface et l'atmosphère. Donc la seule difficulté, c'est le signe moins. Donc c'est à nous d'algébriser cette loi. Quand on donne la loi de conducto-convection, c'est toujours en valeur absolue. Donc on voit bien que si la température de la goutte est supérieur à la température extérieure, ce flux tel qu'il est compté dans le texte est positif. Or, c'est bien la goutte qui perd de l'énergie, et je te rappelle que dans le premier principe est compté positivement ce qui est effectivement reçu par le système, et négativement ce qui est cédé. Donc il faut mettre un moins, et donc on multiplie par la surface de la goutte dt, ça c'est pour le transfert thermique. Et donc pour la variation d'énergie interne, c'est ρ fois le volume de la sphère, fois sa capacité thermique massique, fois donc la petite variation de température, un ρ, c'est CdM dt, et donc on obtient une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant que l'on ordonne. On met du même côté du signe égal tout ce qui dépend de la température, et à droite le second nombre qui n'en dépend pas. On définit un temps caractéristique taux par analyse dimensionnelle sur l'équation différentielle, une température sur un temps, une température, donc forcément, ça c'est l'inverse d'un temps, si tu pars du principe évidemment que ton équation différentielle est correcte. Donc ne va pas chercher les dimensions de ρ, r, cl, etc. Tu n'en as pas besoin pour affirmer que taux est un temps, sauf si effectivement tu veux vérifier que ton équadif est juste. Résolution de cette équation différentielle. Donc la solution de cette équation différentielle linéaire du premier degré à coefficient constant est la somme de la solution particulière en régime permanent. Donc en t tend vers l'infini, évidemment, la température va tendre vers la température extérieure. A exponentiellement à t sur taux, solution de l'équation homogène associée. On applique les conditions initiales à t égale 0, t égale ti. Et donc on établit le profil de température. Et tu ne peux pas te passer de faire un graphe qui résume tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Donc la température démarre à TI, elle évolue asymptotiquement, elle tend vers TE quand t tend vers l'infini. Tu traces la tangente à l'origine et le temps taux apparaît, attention, non pas comme intersection avec l'axe des abscisses, mais bien avec l'asymptote. Donc le temps taux caractéristique, au bout de quelques taux, T aura atteint la température extérieure. Alors justement,
on te demandait donc d'éterminer le temps taux mis par la goutte pour atteindre la température de surfusion. Donc une température qui n'était pas tout à fait donc égale à moins 15 degrés. Donc voilà, voilà, schématiquement on peut le mettre là. Donc on a un temps T0, il va être de l'ordre de quelques taux, ou de taux. Et donc il suffit de poser l'équation, donc T de T0, et d'en extraire le temps taux, taux log donc de TI moins TE sur T de T0 moins TE, application numérique, donc 4 secondes. Alors, question numéro 3. Donc cette goutte à moins 5 degrés dans un environnement à moins 15 degrés et dans un état métastable qu'on appelle un état de surfusion, c'est-à-dire qu'elle devrait être solide mais elle est liquide. Alors on sait qu'on peut faire cesser cet état de surfusion en introduisant des impuretés ou simplement si cette goutte par exemple subit un choc d'une quelconque manière, ou s'il y a un petit grain de glace qui rentre en contact avec cette goutte. Et donc on nous dit qu'effectivement il y a rupture de surfusion. Et la température de la goutte remonte brutalement à 0 degré Celsius. Donc c'est une transformation adiabatique et monobar, donc delta H qui vaut Q égale 0, un peu comme dans toutes les histoires de méthodes de mélange. Donc on peut considérer que ça se fait tellement brutalement qu'il n'y a pas de transfert thermique là. Et donc delta H est égal à 0. Mais c'est une transformation irréversible. Alors nous, pour pouvoir calculer la fraction de liquide restant à solidifier, eh bien, donc à t égale 0, on a une fraction x de liquide et on a une fraction 1 moins x de solide. Et bien pour calculer cette fraction, on va faire un bilan d'enthalpie en imaginant un chemin, en exploitant le fait que h est une fonction d'état dont la variation ne dépend pas du chemin suivi. Et donc on va imaginer que on amène la goutte d'eau liquide de moins 5 à 0 degré Celsius. On sait calculer la variation d'enthalpie pour des phases condensées dont la température va varier. Hein, c'est mc delta T, donc ça fait ρ fois le volume de la goutte C liquide fois donc la variation de température. Et ensuite, donc on a de l'eau liquide à 0 degré Celsius. Et maintenant, cette eau liquide va se solidifier. Et donc, on va solidifier 1 moins x de liquide. Et comme donc la variation d'enthalpie, c'est la somme des variations d'enthalpie sur ces deux étapes que l'on a imaginées, eh bien on peut en déduire la fraction massique d'eau liquide restant à solidifier à la fin de cette étape. Et on obtient 0,94. Alors c'est plus petit que 1, ouf, on respire. Bon, l'énoncé en fait nous avait facilité les choses, on aurait très bien pu te poser la même question en te disant, en te précisant pas quel était l'état final, auquel cas tu peux faire deux hypothèses, ou bien l'état final c'est effectivement un mélange liquide-solide forcément à 0 degré Celsius, hein, puisque le système donc il est diphasique mais il est monovariant, à pression atmosphérique fixée, la température d'équilibre liquide-solide est fixée, c'est 0 degré Celsius. Ou alors tu aurais peut-être pu faire l'hypothèse que si jamais ici tu trouves un x qui est plus grand que 1, c'est que tu t'es trompé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rajouter une étape supplémentaire. L'état final n'est pas un mélange liquide-glace, mais c'est de la glace à une température strictement inférieure à 0 degré Celsius. Alors là, bon voilà, c'était plutôt un énoncé assez sympathique. Dernière question, calculer le temps nécessaire à la solidification du reste de l'eau liquide. Donc on se retrouve avec une goutte qui est constituée de x liquide et de 1 moins x solide à 0 degré Celsius. Le flux thermique qu'elle échange avec l'extérieur est constant, puisque tant qu'il reste de la glace, c'est ça qu'il faut bien dire, la température de changement d'état, la température du système, c'est 0 degré Celsius. Donc le flux qui dépend de cette variation de température, il est constant. Et donc on peut dire que c'est le transfert thermique divisé par l'intervalle de temps, intégré même sur un temps qui n'est pas infinitésimal. Le transfert thermique, eh bien, c'est ce qui reste à évacuer pour solidifier les X restants. Donc c'est moins la masse de liquide qui reste fois la chaleur latente de fusion, parce que la fusion c'est l'opération inverse, c'est le passage solide-liquide. Là nous on veut
un passage liquide-solide. On en déduit le temps qui vaut 21 secondes. Voilà, alors c'est un exercice assez intéressant qui permet de revoir des petites choses simples, les résolutions des équations différentielles et surtout ce type de raisonnement thermodynamique basé sur la conservation de l'enthalpie. Oh, allez, j'ai envie de rajouter une question. On va faire un bilan d'entropie. Parce que je sais que les bilans d'entropie, souvent ça pose des difficultés à beaucoup d'étudiants. Donc on va calculer l'entropie entre l'état initial, la variation d'entropie entre l'état initial et l'état final. Alors, on va d'abord énoncer le second principe de la thermodynamique. Donc la variation d'entropie, c'est l'entropie échangée plus l'entropie créée, qui ne sont pas des fonctions d'état. Donc surtout ne parle pas de variation d'entropie échangée, de variation d'entropie créée. C'est l'entropie créée qui nous donne, qui nous parle de l'irréversibilité de la transformation, qui nous parle du fait qu'une transformation ne peut que se produire dans un seul sens, qui nous indique la flèche du temps. L'entropie créée est nulle si la transformation est réversible, elle est strictement positive si la transformation est irréversible. Et bien sûr ici, cette transformation est irréversible. Alors, dans quel ordre est-ce qu'on fait ce bilan d'entropie? On peut commencer par calculer la variation d'entropie, donc sur une transformation fictive réversible associée en utilisant le fait que S au même titre que H est une fonction d'état pour aller du même état initial au même état final. Donc on va utiliser les mêmes étapes, donc on va imaginer qu'on amène réversiblement l'eau liquide de moins 5 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Alors pour ça, il faudrait la plonger dans une succession de thermostats dont la température varie continuellement de moins 5 à 0. Et donc à ce moment-là, on aura delta S sur un chemin réversible associé. Ça va être delta S1 plus delta S2. Et donc ça va être l'intégrale de TI à TF, donc de cette masse M, C liquide, dt sur T. Donc pour retrouver cette expression, tu peux aussi utiliser l'identité thermodynamique. Du est égal à TdS moins PdV, tu as une transformation isochore, phase condensée. ds c'est du sur T, du c'est aussi dH. Pour les phases condensées, on utilise la capacité thermique. On ne distingue pas les capacités thermiques à pression ou à volume constant. Donc ça c'est pour la variation d'entropie sur le changement de température pour une phase condensée. Et puis après tu as donc le changement d'état. Alors sur un changement d'état, la variation d'entropie, c'est la variation d'enthalpie divisée par la température. Attention à bien utiliser cette formule donc uniquement pour les changements d'état. Donc ça c'est delta H2 sur la température de changement d'état, évidemment exprimé en Kelvin, on ne va pas diviser par 0. Et donc ça fait moins X fois la masse, donc fois la chaleur latente de fusion, divisé donc par TF. Donc delta H2 sur TF. Voilà, donc c'est le calcul de la variation d'entropie pour ce changement d'état. Si tu es à l'aise sur les calculs de variation d'entropie pour les phases condensées, donc liquide ou solide, tel que je viens de le faire ici, ou pour les changements d'état, il ne te reste plus que savoir faire ça pour des gaz parfaits, et pratiquement tu es tiré d'affaire pour absolument tous les bilans d'entropie, quelles que soient les situations. Alors, l'entropie échangée, elle ne se calcule pas sur une transformation fictive réversible associée, mais elle se calcule sur la transformation réelle, en utilisant donc les transferts thermiques réels, donc c'est delta Q sur T extérieur. Alors ici, la transformation, la surfusion est considérée comme adiabatique sur la transformation réelle, telle qu'on l'a vu, donc ça fait 0. Et donc delta S, c'est de l'entropie créée, c'est toujours l'entropie créée qu'on calcule en dernier pour caractériser donc le caractère réversible ou non de la transformation, chose qu'on peut très généralement affirmer dès qu'on a une description de la transformation, c'est même pas la peine d'attendre la fin. L'origine des irréversibilités sont toujours les inhomogénéités de grandeur intensives telles que température, pression ou concentration située en diffusion de particules. Voilà, écoute, on se retrouve dans la prochaine vidéo.